Allez, salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur ma chaîne ce soir, une fois de plus, avec Jeff et Despiello pour le débrief des puputes, le Grand Prix du Brésil. Allez, vous êtes prêts? Apparemment, tout le monde est déjà au taquet. Moi, je suis pas prêt, moi. Sur YouTube et sur Twitch. Je vais laisser la parole à notre maestro, notre chef d'orchestre. Pendant 2 secondes, j'ai cru qu'il allait me mettre un truc phénoménal dans la tronche. Oh là là, bon, et ben, bonsoir tout le monde. Ça y est, ça fait plaisir. On se retrouve enfin pour le débrief du Grand Prix du Brésil. Oui, on aurait pu le faire hier à chaud, etc. Mais je dois vous avouer que j'ai eu des palpitations au cœur. J'étais pas bien après. Tellement ce Grand Prix a eu des rebondissements émotionnels dans tous les sens. On est passé par tous les stades de l'émotion hier soir. Donc du coup, on va le débriefer aujourd'hui en compagnie donc d'Angel et de Jeff. Et donc on a alors le sommaire rapide, un gros sommaire, grosso modo, parce qu'il s'est passé tellement de trucs, on va pas avoir le temps de tout aborder. Évidemment, et puis il y a une actu de la F1 hyper chaude, et puis on prendra évidemment vos questions en dernière partie. Premièrement, on va débriefer le Grand Prix, donc voilà, on va remonter la grille de départ du plus mauvais au meilleur. Ensuite, on va parler des transferts parce qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées entre le Grand Prix du Mexique et puis le Grand Prix du Brésil. Puis ensuite, on parlera avec vous, évidemment. On reste à votre dispo pour toutes les questions. Alors évidemment, on va dire bonsoir aussi à Manon, qui est donc notre modératrice et qui va avoir encore une fois, à mon avis, fort à faire. Et je dois vous dire qu'on est en forme ce soir. Autant au Grand Prix du Mexique, moi j'étais très énervé, autant là je suis très fatigué de la course qui s'est passée hier parce qu'il s'est passé énormément de choses. Alors, première chose, on va donc commencer par les moins bons parce qu'on est sympa. Et on va commencer par un instant saucisson incroyable. On va commencer par un mec qui s'appelle Romain Grosjean, sur qui on tape depuis le début dans ces débriefs, faut le dire. On tape sur ce Romain Grosjean depuis le début. Et franchement, mais ça me fait de la peine, mais le pauvre garçon se sortir dans le tour de mise en grille, c'est-à-dire que le mec a même pas pris le départ, qu'il était déjà dans le mur. Même un Maldonado n'a pas réussi à faire ça. C'est juste pour vous dire. Est-ce qu'on peut en parler genre juste 2 secondes rapidement, parce que ça a quand même été entre guillemets l'alerte pour dire qu'il y avait quand même trop d'eau sur la piste, de 2 que la Haas elle accélère un petit peu comme elle veut, et puis de 3 que Romain Grosjean quand il fait un bon taf en qualif, ça paye pas souvent en course. Non, effectivement, à mon avis, vaudrait mieux qu'il assure la course que les qualifs, parce que là, pour le coup, bon, comme d'habitude, à son interview de quand il est sorti, il nous a bien fait marrer quand il a dit qu'il n'avait encore pas compris ce qui s'était passé, et qu'il avait une roue qui tournait à l'envers, et que du coup, la voiture elle est partie en toupie. Mais bon, après, c'est Romain, quoi. Jeff? C'était très drôle. C'est-à-dire que, bon... J'ai l'habitude chez moi de me faire un peu critiquer parce que je gueule. Là, le Grand Prix, il avait pas commencé, j'ai déjà gueulé. Voilà. Alors, par contre, ce que j'ai retenu donc de l'interview que donne Grosjean, il dit il accélérait même pas et la voiture est partie. Je regarde le ralenti, j'ai vu qu'il tapait quand même fort dans les tours. Et je pense que c'est à cause de ça, plus la pluie. J'ai pas vu s'il avait mordu la ligne, parce que c'est ce qui s'est passé plusieurs fois après. Moi, je crois pas qu'il ait mordu la ligne. Je crois pas. Non, il a juste accéléré trop fort. Mais oui, effectivement, par contre, à chaque fois que Grosjean fait une grosse qualif maintenant, il y a un truc. Il y a un truc. Soit il fait la qualif, soit il fait la course. Et encore, c'est la poisse. Et voilà. C'est la poisse. Quand c'est pas les freins, c'est l'accélérateur qui fait de la merde. Et du coup, tu te retrouves dans le mur. Ouais. J'ai envie de te dire, pauvre Romain Grosjean. Enfin, franchement, moi, j'ai été très peiné parce que je me suis dit, c'est quand même con là. Il arrive au bout d'une saison qui n'a pas été facile, faut le dire, même si au début c'était sensationnel. Il arrive au terme d'une saison compliquée, vraiment compliquée. Et là, tu te dis, putain, il y a moyen qu'il joue un truc, il pleut et tout. Grosjean, il est pas si mauvais que ça sous la pluie, hein, je crois, il me semble. Mais quoi qu'il arrive, non, il faut qu'il se mette dans le mur avant le tour de mise en grille. Bref, passons, effectivement. Marcus Ericsson. Donc on donne alors oui, Marcus Ericsson aussi a abandonné. Avant ça, évidemment, donc on donne le départ. Jeff devient vert. Oui. On donne le... Ça va arriver. Ça va m'énerver ce truc.
Pourquoi il devient vert, ce con? C'est pas possible, on peut pas faire des lives dans de bonnes conditions avec ce mec. Achetez une webcam à Jeff, s'il vous plaît. Exactement. Donnez, avec la donnez. connexion. Non, mais on va ouvrir un compte Tipeee pour toi, Jeff. Hein. Franchement, c'est Encore une pétition. Ah ouais, c'est trop bien. pour acheter une. Donc, juste pour vous dire, alors oui, effectivement. Donc, on finit par démarrer le Grand Prix avec 10 minutes de retard puisque la pluie s'abattait vénère. On lâche les fauves. Et puis ça se passe bien. Ça se passe bien. Verstappen fait son petit tour, etc. Et puis, à un moment donné, Marcus Ericsson, qui était passé en intermédiaire, pour vous dire, alors on va revenir sur les pneus parce qu'on a eu un petit rappel de monsieur Cyril Roche à qui on dit bonjour évidemment ce soir. On va reparler des pneus un peu plus tard. Mais Marcus Ericsson, qui dans la remontée vers la ligne droite des stands, a eu la bonne idée de mordre un petit peu trop à l'intérieur sur un vibreur. Coup de raquette, le mur, et puis le mur il est dur, hein. Putain, à cet endroit-là, je sais pas de quoi il est fait, mais c'est comme dans les jeux vidéo, tu vois, tu rentres dans le truc, boum. Et puis donc, neutralisation, il se retrouve comme une épave dans l'entrée des stands, Verstappen passe de justesse, Ricciardo brûle le feu rouge, et alors là ça va plus parce qu'on donne que 5 secondes de pénalité à un mec qui brûle un feu rouge. Ouais. What the fuck? Ah bah c'est la réglementation qui va bien, hein. On en parle depuis le début de la saison, voilà, on a une réglementation. Je te l'avais dit ou pas avec, sur Twitter? Je t'avais dit, on va le noter, on va lui mettre une petite pénalité à la tête du client, il est presque britannique. Vrai ou faux? C'est ça, je confirme. Et du coup voilà, donc règlement à 2 de vitesse, bon, ben, on fait rentrer une voiture dans les stands alors qu'il y a le feu rouge, hein. Le feu était bien rouge, on a bien vu l'image. Tout va bien, impeccable, hein. 5 secondes, c'est rien, hein. 3 fois. Non, c'est rien, non, c'est pas grand chose évidemment. Jeff, un petit commentaire sur ce début de course avec aussi le crash de Ericsson et puis les rentrées au stand et les intermédiaires aussi, si tu veux, comme tu veux. Fais ce que tu veux. Je m'énerve. Oh, je fais. Merci, c'est gentil. Le crash d'Ericsson, bah c'est pour. Voilà, il veut prendre la trajectoire, c'est tout. C'est les erreurs bêtes. Hein. Tu sais que les lignes ça glisse, mais ça n'a pas été le seul à faire l'erreur. Donc finalement, il y a tellement de monde qui s'est planté à l'endroit là. J'ai envie de te dire, Ericsson, c'est pas forcément sa faute. Moi je pense qu'il a voulu essayer d'entrer dans les stands à l'envers. C'est une technique. C'est une technique. Par contre. Oui, effectivement, alors moi, j'avais pas vu Verstappen rentrer dans les stands, j'ai vu Ricciardo, j'ai eu extrêmement peur, parce que vu qu'il y a le virage au moment-là, tu te dis, il va le percuter, parce qu'il allait vite encore, Ricciardo. Ah oui, ça va mal se terminer, il voit que dalle, en plus il se plaint de la visibilité, parce qu'il voit que dalle, alors que tous les autres s'en plaignent pas, mais bon, ça ne regarde que moi, évidemment. Donc, heureusement, il l'évite, il se prend le feu rouge, pénalité, c'est normal. C'est normalement, voilà, c'est pénalisé. 5 secondes, effectivement, c'est un peu faible. Et en fait, j'ai eu une grosse discussion avec Manon, parce que Manon, en fait, pour elle, la pénalité n'était pas méritée. Parce que si tu veux... Non, tu vas voir, tu vas comprendre ce que je dis, ce qu'il y a. C'est que, au moment où il rentre dans les stands, enfin, il a même pas une demi-seconde pour réagir entre le moment où le feu passe au rouge et pour que lui il sorte de la ligne, quoi, pour rentrer au stand. Oui, c'est vrai. Ça, c'est bon. Mais, si tu veux, moi j'ai vu des trucs en NASCAR où le mec il est 3 mètres devant le feu il passe au rouge, il rentre, il est pénalisé. Donc. La règle, c'est la règle en NASCAR, c'est ça qui est bon. La règle, c'est la règle. En fait, les règles, parfois, elles vont être trop strictes et ça va pas nous plaire, mais il va falloir. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est que on nous mette un barème clair et précis pour chaque type d'infraction et que on s'en tienne à ce truc-là. Voilà. Ou un concours de circonstances, tu vois, Et oui, encore, encore. Oui, mais là, il y a des concours de circonstances depuis 2 ans. Oui, voilà, c'est ça. Donc il faut faire un barème qui est clair et s'en tenir.
Voilà. Ouais, non, mais c'est clair, une histoire qu'on ait une belle visibilité sur quel type d'infraction coûte combien et qu'on voilà, que ça soit pas un petit peu à la tête du client comme on a l'impression que c'est le cas. Après, pour revenir à cette pénalité, il y avait aussi, c'était super dangereux. Enfin, je sais pas, ils se sont pas dit à un moment, les deux Red Bull, quand ils sont rentrés au stand et qu'ils ont vu une bagnole en travers de la ligne des stands, que ça pouvait être dangereux, qu'effectivement ils avaient pu fermer la ligne d'entrée des stands à cause de cette voiture en plein milieu. Bah oui, bien sûr. Puis Ericsson, s'il décide de sortir de sa bagnole, parce qu'après tout, il est dans son droit de sortir de sa bagnole, et puis que Verstappen ou Ricardo vient le faucher, bah ouais, c'est super. Et paf, Magnussen. Et paf. Oh là là. Oh là là, Angel. Bon, allez, on continue. Prochain DNF. Did not finish. Kimi Raikkonen. Alors évidemment, Marcus Ericsson, safety car. Marcus Ericsson, safety car. Et puis bon, on relance les fauves. Et alors à chaque relance. Si, il y a eu le drapeau rouge. Drapeau rouge avant. Putain, j'avais oublié ça. Exact, t'as eu le temps de raccompagner Manon chez elle, c'est vrai. Oh non. Il y a eu drapeau rouge, il y a eu bien voulu apéro, il y a eu... Il y a eu apéro. Rouge, il y a eu safety car, puis il y a eu... Non, attends, c'était après ça. Non, mais je sais plus dans quel ordre. En tout cas, il y a eu drapeau rouge quelque part. C'était après parce qu'il y a eu Palmer. Donc, c'était après. Après. Spoiler, les gens. Spoiler. Effectivement. Donc, on garde les fauves, on relance la course tranquillement. Et alors, je sais pas si ça vous l'a fait à vous, mais à chaque fois que Hamilton commençait à réaccélérer et qu'il repartait dans la montée, moi j'avais le cœur qui s'emballait, je me tenais les cheveux comme ça, je serrais très très fort les dents parce que j'avais peur justement qu'il se passe un crash comme a eu Kimi Raikkonen. Hop là, petit mini aquaplaning, t'es à 300 km/h, tout va bien. Et puis tu te mets dans le mur. Alors la sortie de piste en soi est pas, elle est violente, oui. Quand il tape de face dans le muret des stands, c'est pas agréable. Mais c'est-à-dire qu'il a failli la rattraper. J'ai cru, ne serait-ce qu'un millième de seconde, tu le vois quand il gigote dans le volant. Non. Ah non, si. Moi j'ai cru. Non, il y en a. Verstappen. Voilà, Verstappen, je suis désolé, il l'a rattrapé, il l'a rattrapé. Il allait beaucoup moins vite quand il a réussi enfin à la rattraper. Ça va. Puis il avait plus de place. Voilà, avec Kimi Raikkonen, gauche-droite, le mur, merci, au revoir. Hyper dangereux, il recoupe la piste devant Verstappen qui lui aussi a failli se mettre en toupie au même endroit que Raikkonen juste avant. Et puis Ocon qui passe en faisant un petit salut à Kimi Raikkonen. Ultra chaud, ultra dangereux. Et puis je propose qu'on parle à ce moment-là des pneus Pirelli. Alors monsieur Cyril Roche nous a fait un beau texte. Qu'on ne lira pas pour des raisons évidentes qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais nous a fait un beau texte pour nous prouver par A plus B, sans véritable preuve malheureusement parce que on n'est pas tous dans les paddocks, mais que effectivement, Pirelli, la mafia, etc., théorie du complot, et pour dire simplement que effectivement les pneus Pirelli ne sont pas à la hauteur des performances d'une Formule 1. Voilà. Est-ce qu'on peut en discuter, s'il vous plaît? Je laisse Angel prendre la parole. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'on ait des pneus pluie qui soient moins performants que les pneus intermédiaires dans les mêmes conditions. On a eu un bel échange et des bons tacles bien sentis entre Alesi et Villeneuve. Et Jacques Villeneuve. Ah, qu'est-ce que c'était beau ça. Ça, c'était le meilleur moment de la course. Et franchement, quand tu entends les deux, t'en as un qui défend l'image de la F1 et qui défend un petit peu tout ce protocole, et puis t'as Jacques Villeneuve qui défonce complètement le Pirelli et les piètres qualités des pneus qui sont fournis depuis 4 ans déjà maintenant. Putain, ça fait 5. 5 ans, pardon. 2011, 12, 13, 14, 15. 16, c'est la 6e année. 6 ans. Bordel, 6e année. Oui, Angel. Non, Jeff. Angel, il a parlé. J'ai fait des sons. T'as fait des sons. Jeff, un mot sur les Pirelli. Écoute, oui, donc pour revenir sur ce que disait Angel, quand tu vois les conditions et que tu te dis que des pilotes se disent je vais mettre les intermédiaires parce que ça peut mieux marcher et que le problème des intermédiaires c'était pas l'aquaplaning mais le fait qu'ils chauffaient pas, c'est effectivement qu'il y a un problème.
En fait, je pense que le Grand Prix du Brésil 2016, tu vas pouvoir le mettre au même niveau que Silverstone 2013. C'est-à-dire le Grand Prix pour que Pirelli se rende compte que leurs pneus ne vont pas. C'est Silverstone 2013, on avait eu toutes les crevaisons avec les fameux pneus. Les déchappages avec... voilà, les pneus qui en fait s'usaient trop vite. Ouais. Et donc là, je crois que Pirelli a organisé des journées de test pluie pour 2017. Et ils en ont bien besoin. Parce que là, ça devient... Ils n'auront plus aucune excuse l'année prochaine. Ouais, il n'y a aucune excuse. Surtout que... et en fait, c'est vrai que j'avais zappé ça, que ça arrive que l'année prochaine, mais les départs, quand il y aura un Grand Prix de pluie, on va faire des tours sous safety car, puis départ arrêté. Ce qui est quand même beaucoup moins... Je pensais que c'était déjà le cas dès hier, en fait. Donc j'ai été surpris. Un truc pour le coup, ouais. Je pensais aussi que c'était pour cette année. Voilà. Mais pour le coup, et je crois que j'en ai discuté avec un tweetos pendant le Grand Prix, c'est que c'est quand même moins dangereux de faire un départ arrêté à Interlagos, et preuve en est Kimi Raikkonen, que de faire un départ lancé. Pour le coup, sous la pluie. Donc effectivement... Après un départ arrêté à Interlagos, il faut aussi voir que s'il y en a un qui bloque ses pneus, c'est fini, c'est bowling. Ah bah oui, mais bon, c'est quand même moins dangereux que bowling à 300 km/h où t'arrives et puis tu fais « Oh bah tiens, une voiture devant moi !» Mais voilà, si je vais rentrer dedans. Après, c'est les bronzés fonds du ski, si tu veux. Mais effectivement, il faut des pneus... Autant les intermédiaires, ils ont l'air d'être bons. Je suis tout seul. Non, vas-y, on t'écoute. Autant les intermédiaires, ils ont l'air d'être bons encore. Hein, je pense que là, on peut pas trop critiquer. Ils sont efficaces. Après tout, ils s'en servent tout le temps. Donc, c'est qu'ils sont pas si mal. Mais les pneus pluie doivent vraiment être retravaillés. Et ils doivent repartir sur une base, sur une nouvelle base, parce que là, ça va pas. Planche à dessin. Voilà. Bon. Allez, on clore ce chapitre des pneus médiocres, etc. On reviendra pas sur le cahier des charges donné par la FIA ou si c'est Pirelli qui s'est lui-même donné son propre cahier des charges. Bref, ne complotons pas trop là-dessus. On perd entre guillemets un peu notre temps, dirons-nous. Prochain garçon qui lui non plus n'a pas fini la course. On a parlé de Jolyon Palmer tout à l'heure. Effectivement, Jolyon Palmer en pneu pluie est arrivé un peu trop vite au niveau de Danny Kvyat. Excusez-moi, des petites remontées gastriques, qui est arrivé un petit peu trop vite au niveau de Danny Kvyat et puis qui a refait le ponton du Russe et puis qui a par la même occasion, il y a une roue qui a dit merde à l'autre. Donc fin pour notre cher Jolyon Palmer qui restait sur des bonnes perfs, faut le dire. Kvyat qui, je crois, dans la radio, j'ai cru entendre un quand Jolyon Palmer le tape. Donc voilà. So, demi-surprise. Comme Getsom. Ouh, tu tapes dans mon cœur là. Attention. Donc effectivement, Jolyon Palmer ne finit pas la course. Entre temps, on a eu droit à un petit drapeau rouge, il me semble. À cause de, oui, entre autres à cause de ça. Et puis, l'enfant du pays. Retour, donc on relance la course. Encore une fois, tout le monde serre les dents au moment du restart parce que on a un peu peur. Rosberg fait vraiment entre guillemets le garçon qui veut limiter la casse en laissant Hamilton partir en se disant moi je préfère y voir clair au premier virage plutôt que d'arriver et taper comme Raikkonen. Et puis malheureusement tour numéro 46. Donc effectivement, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de problème. Tour 46, notre cher Felipe Massa, futur retraité. Se sort tout simplement, petit coup de raquette au même endroit que notre cher Marcus Ericsson, et puis il se met dehors. Et alors là, on a vécu un instant ultra émotionnel. Enfin, moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai vu remonter déjà cette voie des stands avec son casque et son drapeau, et puis aussi quand tu as et Ferrari et Mercedes qui sont sortis et une standing ovation. Franchement, moi je me suis cru dans un film. Clairement, c'est un vrai film. Pour le coup, magnifique film. Et puis de le voir remonter et puis de le voir se faire féliciter par tout le monde, ça a été franchement instant chaud au cœur après avoir gueulé après Charlie pour relancer la course et ce genre de conneries. Donc ça a été très très émouvant. Un petit commentaire là-dessus rapide, messieurs.
Non, super séquence, effectivement, très émouvant. Dommage qu'il soit pas allé au bout du Grand Prix parce on aurait pu avoir encore un autre très beau spectacle en fin de course. Il nous aurait certainement fait une Weber hein, avec le tour d'honneur sur le circuit. Ouais, Et petite place de pénalité par la même occasion. oui, mais bon, voilà. Hein. C'était pour la bonne cause. De toute façon, il avait Voilà, pas rien à exactement. perdre. Mais c'est vrai que c'était super émouvant de voir ça. Et puis le magnifique geste des mécanos, mécanos. quoi. C'était Ouais. vraiment chouette. Jeff, depuis quand on n'a pas vécu un moment aussi beau en F1? Oula, ça Si date. émotionnel. Euh, Est-ce que ça remonte pas à Weber quand il enlève son casque? C'est déjà pas mal, mais c'était pas aussi émotionnel que ça. C'était une belle image, ouais, c'est clair. Je me souviens aussi Singapour quand il se fait le fameux Alonso taxi. Oui. C'était pas C'est ça? C'était une belle image. Mais c'était pas, l'inverse. C'était Alonso Nürburgring. qui avait abandonné et Weber avait fait le taxi, je crois. Comme l'avait Après, fait Schumacher avec Alési. ouais, ça Laissé devait avec être. Schumacher. Ouais, Probablement. je sais plus, C'est non, intéressant. je sais plus vraiment. Après, alors oui, effectivement, il y avait l'hommage à Jules Bianchi, mais c'était dans un autre contexte, on va dire. Contexte, c'était un peu Pour la, plus, vraiment- pour la retraite d'un pilote, écoute, qui avait fait beaucoup de saisons et est parti dans les dernières années? Ah bah putain, J'ai bonne envie de te question. dire, faut que David tu donnes Coulthard, cela. en 2008. Coulthard mais, était parti en 2008 et c'était au Brésil aussi, effectivement. Donc, Mais lui, voilà. et pareil, sur abandon. ouais, au premier virage, Abandon. premier tour, c'est dommage. Voilà. Effectivement, Weber, Barrichello. Donc voilà. Ouais, Barrichello. Donc, Barrichello, donc, c'était quand? C'était en 2010, Ça devait être 2010, oui. je crois. Et Équipier puis, Hülkenberg à l'époque. Ouais. Et puis, bah, par contre, à Abu Dhabi, c'était dommage. Mais ouais. Moi, Donc, je pense. C'était. Oui, vas-y. Je pensais à Valence 2012. Ouais, Ça, c'est 2012 Alonso. avec Alonso, oui, la victoire Alonso d'Alonso. qui avait gagné et qui était presque en larmes. Et on avait réuni les trois anciens, enfin les trois qui sont passés chez Ferrari avec notamment, je crois, Andrea Stella qui était sur le podium. On avait un magnifique podium, Alonso, Raikkonen, Schumacher. Et dernier podium de Schumacher en date. Et oui, pas des moindres. Bah, tu peux dire dernier tout court. Hein. Oui. Je pense pas qu'il va en refaire un hein, maintenant. On peut Franchement, le dire. Hein. Le karma va me rendre ça de rigoler à cette blague. Mais, Voilà, c'est ça. mais bon, Mais- Bon, par pas contre, Tim c'est vrai McCall, que voilà. pour redire ce qu'avaient dit les commentateurs au moment-là, c'est con, mais finalement, c'est pas plus mal qu'il a abandonné parce qu'il a pu avoir ça. Il a pu avoir cette ovation, Ouais. tous les mécanos qui sont venus le voir, et ça, c'était chouette. C'était chouette. On clore ce sujet, à moins que Angel t'aies un petit mot à dire là-dessus. Non, Non. Non, bon, bah, bois un coup de tisane, ça te fera du bien. Exactement. Voilà. Merci. Non, vas-y, Ma dis, petite dis gorge. Angel, dis, excuse-moi. Non, c'est vrai qu'à mon avis, on va encore avoir une belle séquence émotion à l'issue de Abu Dhabi. Button. Ouais. Ça va être beau. Ça va être beau. Et puis Button aussi. Bon, bref. Esteban Gutiérrez, dernier à ne pas finir cette course, qui a jeté magnifiquement ses gants. Et ça lui est arrivé plus d'une fois hein, de jeter ses gants en rentrant dans le garage. Et puis j'ai cru voir une altercation. Remontée gastrique. Une altercation avec Günther Steiner. Je crois que ça s'est pris un peu. Imiter notre cher président, s'il te plaît. Moi, Hashtag président des de la pilotes FIA. 2017. Mais non, Ah, je tu vois, ne suis apparemment, pas J'ai président. pas dû aimer dire ça. Ah non, c'est bon. Ah, c'est bah bon. voilà. Hop, voilà. Fais attention à ce que tu dis. Voilà. Donc Gutiérrez qui a eu droit à une petite altercation avec Günther Steiner dans le box. À mon avis, c'est pas plus mal qu'il se barre de chez Haas, qui fera place donc à Kevin Magnussen. 16e Jenson Button qui est repassé 5 fois par les stands, juste pour changer de pneus, une fois les inters, une fois les pluies, bref, rien n'allait, jamais. Pascal Wehrlein qui en a chié grave sous la pluie, 15e avec sa Manor, et qui à un moment était dans les points, notamment avec Esteban Ocon, on va en reparler évidemment. Kevin Magnussen qui lui aussi a fait, mine de rien, une bonne course, mais fini 14e, malheureusement. Fiat, avec Julian Palmer qui l'a harponné, et bien fini 13e. Esteban Ocon. Alors là, on va s'arrêter un petit peu sur Esteban Ocon, qui est longtemps resté 8e, je crois, ou 9e.
pendant la course, longtemps dans les points, longtemps l'occasion de marquer ses premiers points en Formule 1, et à se battre avec un certain Felipe Nasser. Felipe Nasser qui, à ce moment-là du Grand Prix, était 6e. Je crois que ça se battait pour la 6e place, il me semble. Et ça se battait pour de très très gros points en championnat. On va y revenir évidemment. Mais très belle perte d'Esteban Ocon qui tape considérablement Pascal Wehrlein sous la pluie et qui confirme entre guillemets quelque part le fait de s'être fait recruter par Force India. On en reparlera évidemment dans la deuxième partie. Je reviens vite sur la lutte. On va vraiment parler de ça, vraiment la lutte Sauber-Manor. Je sais que ça tient à cœur notre cher Jeff Harvick, défenseur des petites écuries. Effectivement, Manor est passé derrière Sauber au niveau des points puisque notre cher Felipe Nasser fait 9e et marque 2 points. 2 points et donc du coup 1 point de plus que Manor. Un commentaire sur la bataille entre guillemets un peu à distance entre Felipe Nasser et Esteban Ocon, s'il vous plaît, messieurs. Je trouve super dommage que Ocon se soit incliné sur les derniers tours. Après, il avait la voiture qu'il a. Il a fait ce qu'il a pu. Les pneus qui commençaient à être fatigués. Et ben pour une petite Manor, je trouve qu'il a super bien géré tous ces événements, la pluie, les arrêts de course, les reprises. Ouais, c'était super bien foutu de la part de Ocon. Dommage que ça n'ait pas concrétisé parce que vraiment il méritait. Ouais. Jeff. Et pareil, Ocon franchement a fait une super belle course sous la pluie. Hein, ça prouve qu'il a du talent, ça c'est clair. Ouais. Avec la Manor qui à mon avis est, je pense, la pire voiture à conduire sous la pluie du plateau. Parce que c'est pas du tout une voiture qui a de l'appui, donc normalement voilà, hein, c'est pas du tout les conditions sous lesquelles elle est censée s'en sortir. Et là, il a fait une belle course puisqu'il est resté dans les points. Maintenant, Nasser, pareil, il faut pas critiquer, mais Nasser a fait une putain de course aussi. Exactement. En tenant avec la Sauber qui est pas forcément mieux. Hein. Et à la fin, il a perdu parce qu'à force, ses pneus à lui étaient encore plus morts que ceux des autres. Celui, il était sur un très long relais. Et puis voilà, on l'avait déjà dit, je crois, au Mexique, avec la 11e place d'Ericsson, que Sauber, fallait faire gaffe, il pouvait faire un truc encore au championnat. Bah voilà, ils l'ont fait. Et à mon avis, à Abu Dhabi, Manor, ils vont pas forcément réussir à rechoper le petit point, sachant que maintenant même, il faut que Manor, obligatoirement, fasse une 9e place. Parce que s'ils font une 10e et qu'ils sont à 2 points, Sauber a une 9e place. Donc, finit devant. Ouais, et ça, c'est triste. Puis, parce que pognon. Ouais. Et du coup, je crois que c'est Arava ou Tiamat Mardou qui devait faire la blague sur Twitter en disant que, eh bien, pour l'année prochaine, ce sera au tour de Sauber de enfin avoir des chaises dans leur garage et non pas vrai. Manor. Voilà, on échange les chaises tout simplement. Effectivement, juste pour revenir rapidement sur Nasser, il se fait porter quand même par un peuple. Hein. Brésil, c'est chez lui. Je vais me faire entre guillemets l'avocat du diable en disant que oui, il connaît très très bien le circuit, même mieux que les autres. Bon, évidemment, je pense que ça joue pas, mais effectivement, il a fait une putain de course. Donc, Ocon 12e, 11e Valtteri Bottas. Je me rappelle pas l'avoir vu pendant toute la course. Anonyme. Ils ont tenté une stratégie bizarre, les Williams, à vouloir garder les intermédiaires alors que tout le monde était en full wet. Ouais. Ça n'a pas payé, sauf sur la fin du Grand Prix, parce que je crois que Bottas était dans les derniers, puis c'est ça. Course anonyme pour Williams. Il passe devant Ocon pour pas grand chose, pour 5 dixièmes, je crois. Donc, voilà. Et Alonso 10e. Donc en fait, Ocon qui était à un peu moins d'une seconde d'Alonso, d'après ce que je vois sur le classement. Donc ça s'est fini vraiment dans un mouchoir de poche. Alonso 10e qui, avec une McLaren dont on connaît les performances qui est bonne, hein, mais qui a réussi à faire le boulot et à prouver son talent, encore une fois, de double champion du monde. Sous la pluie, on se souvient évidemment de la Hongrie 2006 où il avait pris un départ depuis la 15e position, je crois, et avait fait une remontée exceptionnelle sous la pluie pendant plusieurs tours avant de devoir abandonner malheureusement sur le sec et un problème de serrage de roue. Alonso, donc 10e. 9e, on a parlé de Felipe Nasser.
Et puis 8e, on va parler de Red Bull, de Red Bull et de Daniel Ricciardo. Alors là, j'aimerais qu'on s'attarde rapidement dessus parce que évidemment, on va le comparer à son coéquipier Max Verstappen qui a fini 3e. Et c'est le moment de parler un petit peu de Verstappen et de Ricciardo. Parce que là, Verstappen a tapé, mais d'une fulgurance. Là, c'était un Kamehameha, Big Bang de je sais pas quoi. Il s'est pris un truc, Daniel Ricciardo, il a rien compris. Parce que Ricciardo, avec la même voiture que Verstappen, fait 8e. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ricciardo, est-ce qu'il n'est pas aussi bon qu'on ne le pensait, tout simplement? Ricciardo, il a peut-être plus de conscience que Verstappen. Verstappen, il est un peu plus dans la prise de risque. On aurait dit qu'il avait des patins à glace sur sa Red Bull et que littéralement il survolait comme Moïse la piste. Oula. Oulala. Alors celle-là, je la note. Il survolait la piste comme Moïse. Tu peux la noter. Et, je t'adore. Et honnêtement, non, mais il m'a fait halluciner. Le mec, il allait sur toutes les trajectoires où il y avait 50 litres de flotte. Et encore, il mettait une pilule à tout le monde. Donc honnêtement, je sais pas ce qu'il y avait, à moins qu'il avait mis des pneus clous sur la Red Bull. Mais là, hallucinant quoi. Jeff? Pareil, la course de Verstappen, franchement, c'était très très beau. Et c'était surtout le seul à tenter des trajectoires différentes, et en fait des trajectoires pour la pluie. Finalement, tu vois, c'est le seul qui avait raison sur tout le karting, tu vois, l'apprentissage karting qui reste. Je peux en témoigner. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est le seul à avoir fait ça, en fait. Ouais. Alors, le seul que je peux comprendre qui ne suit pas les trajectoires et qui s'en sortait aussi bien, c'est Hamilton. Ouais. Peut-être parce qu'il était devant aussi. Bon. Mais Verstappen, il claque des sacrés dépassements. Hein. Il tape Raikkonen au restart avant qu'il abandonne. Il le tape tranquille, premier virage. Bam, je fais un freinage, bam, voilà, comme ce que faisait comme ce que faisait Montoya, ce qu'avait fait Montoya sur Schumacher. Ouais, il prend bien l'intérieur et tout, tranquille. Et puis pareil, ce qu'on voyait. Alors par contre, Ricciardo, la manœuvre à l'extérieur dans les S de Senna, qui fait 2 fois. Ouais, elle est belle. Nickel, elle est belle, elle est magnifique. Elle est belle. Mais effectivement, Verstappen, sous la pluie, il a un gros talent. Et en fait, peut-être que justement, ça peut être son avantage dans des courses comme ça. C'est que si tu veux, lui, il n'a pas le bouton de la conscience. Derrière, le fil, il est débranché. Et du coup, il bombe. Ça s'est vu, hein, quand il a quand même failli se foutre dans le mur. Il a rattrapé, mais à 30 cm. C'était magnifique. C'était magnifique, mais bon, du coup, il a dû avoir des petites palpitations dans le point noir. Si tu veux, c'est le petit point noir dans sa course, c'est la petite erreur là qui lui gâche la remontée sur Hamilton. Non, pas la victoire, c'est la stratégie. Moi, je suis sûr qu'il aurait tapé Hamilton. Il y a la stratégie. Je suis pas sûr qu'il aurait réussi à passer Hamilton quand même. Ah, moi, je le sentais tellement très rapide. Hamilton était rapide sous la pluie, et il y avait la stratégie de Red Bull qui s'est complètement plantée, et c'est aussi pour ça que Ricciardo est seulement à la 6e place. C'est ça Ricciardo fait 8e. 8 c'est pour ça que Ricciardo fait 8, c'est la stratégie. Ils ont voulu tenter un pari, et puis voilà, ça n'a pas marché. Ils ont fait 5 arrêts, Verstappen a fait 5 arrêts et finit 3e. Donc ils ont fait exactement le même nombre d'arrêts. Je vais me faire l'avocat du diable, parce que oui, on a critiqué énormément Verstappen sur ses manœuvres défensives tout au long des débriefs qu'on a fait, et c'est vrai sur les manœuvres défensives, et on va en parler notamment de la manœuvre qu'il a fait sur Vettel. Ces manœuvres défensives sont très dangereuses, ça on va pas revenir dessus, mais alors autant sous la pluie, je disais tout à l'heure, oui, je peux en témoigner, le pilotage de karting sous la pluie, moi je l'ai pratiqué personnellement. Au début, quand il commence à pleuvoir sur une piste de karting, clairement j'avais qu'une envie, c'était de sortir, de rentrer chez moi. Et il y a eu ce déclic-là où tu te dis, ouais, en fait, je commence à comprendre de prendre les trajectoires à l'extérieur. Quand tu vois tout le monde, quand tu te fais dépasser par tout le monde qui prend les trajectoires à l'extérieur tout le temps, en laissant un filet de gaz, etc., c'est exactement ce que faisait Verstappen. Verstappen, il n'était pas pressé. Il laissait rouler la voiture, il allait à l'extérieur, il cherchait juste de la vitesse et le moins d'angle de braquage possible. Et c'est comme ça qu'il faut piloter sous la pluie. C'est malheureux à dire, mais dans les meilleurs pilotes du monde, dans les 22 qu'il y a présents,
à part Hamilton qui est entre guillemets un petit peu sur une autre planète quand il est sous la pluie, le reste des pilotes ne savent pas conduire sous la pluie. Esteban Ocon a tenté ses trajectoires à l'extérieur aussi, preuve qu'il a quand même 2-3 petits restes de karting mine de rien. Mais Verstappen a fait un Grand Prix juste incroyable. J'ai pas peur de le dire, moi j'étais pour que Verstappen gagne ce Grand Prix parce que je pense qu'il le méritait largement. Et puis pour en revenir juste, et je pense qu'on va en débattre rapidement aussi, la manœuvre de Vettel qui bloque quand même notre cher Verstappen, et puis qui Verstappen lui rend là pareil. Voilà, moi j'ai envie de dire, non, il n'y a pas d'action à donner. Verstappen ferme la porte comme l'a fait Vettel. C'est juste que Vettel n'a pas osé, a eu un sursaut d'ego quelque part en disant non, je vais quand même laisser essayer d'aller chercher l'extérieur. Alors que un petit peu plus tôt dans le tour, Verstappen lui a joué là quelque part la sérénité, j'allais dire, mais a joué plutôt la simplicité. Et puis sans se prendre trop la tête en disant ok, tu veux t'imposer face à moi, je lâche les gaz et je t'aurai plus tard. Voilà. Donc un petit commentaire sur les manœuvres entre Vettel et Verstappen qui ont quand même un sacré contentieux entre ces deux garçons. Ouais, j'avais peur franchement que ça se finisse plus mal que ça, sachant ce qui s'était passé au Mexique. Et finalement, non, ça s'est fini propre. Verstappen, il a rendu entre guillemets la perte du podium à Vettel en l'emmenant visiter un petit peu l'astroturf et l'herbe. Mais sinon, après c'est une manœuvre de dépassement. Voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Sévère mais propre, quelque Sévère part. mais propre, exactement. Jeff, un petit mot là-dessus. Pareil, la manœuvre, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a eu aucune pénalité cette fois-ci, alors qu'il y aurait pu avoir pour forcer un pilote hors du circuit, par exemple. Mais je pense qu'avec les conditions, ils ont dit bon, allez, c'est bon. C'est pas la peine. Ouais. On va se calmer. Du coup, c'était bien, parce qu'on avait des manœuvres. C'était un petit peu fort, mais voilà. Par contre, Vettel, il a fait un peu la même sur Alonso. Oui. En le foutant un petit peu dehors. Ouais. Et effectivement, j'ai vu dans les commentaires, j'avais oublié ça. Alonso a fait une décla après la course. Et je sais pas si vous l'avez vu. Oui, une déclaration. Je sais pas si vous l'avez vu, mais elle sent bon. En gros, il disait bon, la prochaine fois qu'il y a Vettel, je le fous dehors. On se fout dehors tous les deux, et puis tant pis. Il a plus à perdre que moi. Il a pas tort. Hein. C'est violent quand même, hein. Mais effectivement, c'est voilà. Je pense que Alonso il l'avait mauvaise aussi parce qu'il y avait son fauteuil qui l'attendait sur le bord de la piste. Oh, il était caméraman ce week-end. Ouais, ça va, il s'occupait. Et que attends, il regarde déjà sa reconversion. Il a pas pu faire sa photo troll comme ça a été le cas et qui a fait son succès toute l'année. Ouais, oui, non, mais là, c'est vrai qu'entre Alonso et Vettel, c'était un petit peu chaud. Et je pense que Vettel, malheureusement, a pas dû le voir dans ses rétros. Et quand tu es à ces vitesses-là, surtout dans ce virage en particulier, là, quand tu finis ton deuxième secteur, ce virage-là en descente, réaccélération en appui, généralement, tu te concentres sur ce qui se passe devant plutôt que ce qui se passe derrière. Et je peux comprendre que Vettel ait mis Alonso dehors malgré tout. Mais all your time, you have to leave the space. All the time, you have to leave the space. C'est tout. Voilà. Mais voilà, non, effectivement, là, et puis, j'en reviens sur Max Verstappen. On lui a tapé dessus, encore une fois, mais pour moi, là, il a, et je pense qu'on n'a pas arrêté de le dire aussi, c'est qu'en attaque, c'est un garçon qui est exceptionnel. Pour moi, qui est au-dessus de tous les pilotes que j'ai vus jusqu'à présent, en tout cas, pour l'instant. Franchement, toute année confondue, hein, c'est un mec, c'est le digne successeur entre guillemets d'un Ayrton Senna, hein, parce que là pour y aller il y va. En défense c'est autre chose. Il a pas d'état d'âme. Hein. Voilà. Jeff, un petit mot rapide. Écoute, sur ce Grand Prix là, Verstappen, j'ai rien à redire. Je trouve qu'effectivement il a été très bon. Maintenant, donc tu dis qu'en attaque il est effectivement exceptionnel. N'oublie pas qu'il y a 15 jours, premier tour, la manœuvre sur Rosberg, c'était une manœuvre d'attaque. Il peut aussi être dangereux en attaque. Ça arrive moins souvent, mais il faut pas oublier qu'en attaque, il peut aussi être dangereux de temps en temps. Ah oui, voilà. Évidemment. Évidemment voilà. Mais c'est pas le seul. Donc il faut pas non plus dire qu'on s'acharne que sur lui. Il y en a plein qui parfois sont trop dangereux en attaque.
Voilà. Mais sur ce Grand Prix-là, Verstappen, rien à dire. Ok, bon, on est tous contents. Ça veut dire que Verstappen, finalement, on lui tape dessus, mais bon. Alors, 7e, remontée gastrique. Décidément. Hein. À manger quoi? Impossible. Je crois que j'ai rien. Du saucisson, je crois que c'est pour ça. Voilà, l'instant saucisson. Il a mangé. Alors, 8e, Daniel Ricciardo. On a fini de parler des Red Bull, on va parler de Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, Bon, j'ai rien à dire dessus. Un truc à dire sur Hülkenberg? Non, on va passer rapidement. Il a été opportuniste. Hein. Il a opportuniste. Je crois que c'est Hülkenberg qui a ramassé qui a fait un nouvel aileron avec des débris de la Ferrari. Je crois. Non, c'est lui ou c'est Perez? C'est une des deux Forcidia, peu importe. En tout cas, ils ont tenté un nouveau concept au niveau aérodynamique. C'est prometteur. Et Hülkenberg, crevaison d'Hülkenberg, ça a ruiné un peu sa course. Malheureusement, parce qu'effectivement, il pouvait se battre au moins pour être avec Perez et essayer de jouer le podium. Exactement. Donc encore une fois, il manque le podium, malheureusement. Dommage. Carlos Sainz Jr., 6e. Et 6e. Carlos Sainz Jr., pareil. Grosse course. Très bonne course. Sachant que il me semble que Ricciardo, à un moment donné, a grave buté sur Carlos Sainz Jr., alors que Verstappen est venu faire une pierre de coups, enfin limite faire une pierre de coups, en passant et Ricciardo et Sainz lors de sa remontée folle dans le classement quand il repartait en dehors du top 10 et puis qui remontait vers les sommets. Sainz Jr. qui a fait une grosse course sous la pluie et qui fait un super résultat, 6e, et qui a bien résisté face à un Vettel, qui a bien résisté face à un Ricciardo, je crois, à un moment donné. Enfin bref, belle course, non? Ouais, tout à fait. Et pour en revenir à ce que tu disais là, par rapport au dépassement que Ricciardo a buté sur Sainz, et que Verstappen est passé sans problème, c'est qu'effectivement, tu as cette conscience que les deux n'ont pas la maturité, qu'il y a la différence entre les deux, Ricciardo, Verstappen, qui fait que t'en as un qui a pris les risques qu'il fallait prendre pour pouvoir passer, et qui s'est fait les deux d'un coup quasiment, alors que Ricciardo, il est resté un petit moment derrière en attendant que Sainz lui ouvre une porte et qui a eu du mal à trouver le petit chemin qui va bien. Ouais, juste pour en revenir sur Verstappen, je vais pas être d'accord entre guillemets avec vous sur le fait que oui, il ait ce degré d'inconscience, si il l'a. Mais je pense surtout qu'il a un vrai talent sous la pluie et ça, c'est indéniable. Ah, mais c'est sûr. Mais il y a quand même une prise de risque qu'il faut avoir. Il faut avoir. C'est vrai. Et ça, c'est quand tu débranches le fusible, comme tu dis, c'est comme ça que tu peux le prendre, le risque. Hein. Parce qu'ils ont tous l'image de ce qui s'est passé avec Bianchi et d'autres pilotes qui sont viandés comme il faut pendant la pluie. Donc, ils ont tous un petit peu l'appréhension. Hein. Donc, voilà. Verstappen, lui, il a ce truc en plus que les autres n'ont pas. Ouais. Jeff, un petit mot ou pas sur Nico Hülkenberg ou sur Verstappen? Non. Non, on était sur Sainz Junior, n'importe quoi. Sur Sainz, par contre, je te dirais que c'est ballot pour lui qu'il y ait Verstappen et Ricciardo chez Red Bull, parce que sinon, je pense qu'il aurait déjà rejoint l'équipe. Parce qu'avec la Toro Rosso qui est à la traîne, il surclasse Kvyat là sur toute la course. Et le pauvre, en fait, faudrait limite qu'il quitte Toro Rosso et qu'il aille voir ailleurs, quoi. Enfin, ça dépend. Si c'est pour aller chez Sauber, voilà. C'est clair. Ça sert pas à grand chose. Ok. Alors, 5e, Sébastien Vettel sur sa Ferrari qui a eu du mal, qui a pas arrêté de gueuler à la radio en disant que, honestly, il y avait beaucoup trop d'eau. Même chose chez Nico Rosberg, remontée gastrique. Même chose chez autre chose là pour le coup. Non. C'était la moquerie pour le coup. Ah là là, c'est pas possible. Donc Vettel 5e, Perez 4e. Perez qui fait une course dantesque, encore une fois, superbe course de Perez, à qui le podium échappe de pas grand chose finalement face à Verstappen, donc qui fait 3e, et premier et deuxième, Lewis Hamilton et Kimi Räikkönen. Ah voilà, il a fallu que tu le... Voilà, tu vois, ça désolé. Les trucs, ça, en fait.
C'est trop bien. Et Nico Rosberg, donc, effectivement, Rosberg deuxième qui a limité la casse et qui attendait une seule chose, c'est que le Grand Prix se termine parce que Rosberg, je voulais juste en parler rapidement, vraiment, on se fait ça en 30 secondes. Pour moi, Rosberg, oui, champion du monde, mais que sur le sec. Je pense que clairement, sous la pluie, faut même avec des pneus de pluie, faut pas qu'il roule. Il est mauvais, faut le dire honnêtement. C'est clair. Il était plus d'une demi-seconde moins vite, voire même plus d'une seconde moins vite que Hamilton par tour. C'est juste insane, quoi. Je trouve. Voilà. Avec pour un futur probable champion du monde. Là, pour le coup, il a déçu plus d'un. Ouais. Jeff, un petit mot là-dessus rapide. Oui, alors attends, parce que moi Vettel, pas oublier qu'il est parti en tête à queue, et il était à la fin du peloton, il remonte 5ème, donc quand même, heureusement. La Ferrari sous la pluie, en tout cas la sienne, alors que je deviens vert, inconduisible, parce qu'il arrêtait pas d'être en glisse, il a failli la perdre je sais pas combien de fois, donc ça, quand même. Pérez, qui levez la main ceux qui veulent le voir chez Ferrari en 2018. Je sais pas pourquoi je lève la main, mais pourquoi pas. Bah écoute, moi quand je vois ce qu'il y a sur le plateau, je me dis que c'est celui qui mériterait d'aller chez Ferrari. Voilà. Et Rosberg, alors effectivement, sous la pluie, il était à chier, comparé à Hamilton, comparé à Verstappen. Maintenant, est-ce que effectivement il n'y a pas une sécurité qui tente de se dire, je suis devant, avec la voiture que j'ai, je peux faire deuxième sur les 2 courses et gagner le titre. Ça me suffit. C'est bon. Bien sûr, on a vu à plus d'une reprise cette saison que sous la pluie, c'était pas facile pour lui. Sous la pluie, je suis d'accord. Après Monaco, je crois qu'il y avait eu des petits soucis sous la voiture. Mais effectivement, Rosberg, je pense que maintenant, il va quasiment plus se battre et il va juste jouer la sécurité. Et finalement, même si on va critiquer en disant que effectivement c'est pas un championnat qui est gagné au panache parce qu'il va pas remporter la dernière course, il a par exemple gagné le championnat. Voilà. C'est un championnat qui est joué intelligemment en soi. Bah oui. Il sait joué à la Enzo Ferrari. Voilà. Par contre, effectivement, je pense juste à un truc, c'est que quand Verstappen le passe, il a chié dans son froc parce qu'il s'est dit merde. Là, à Abu Dhabi, faut que je gagne. Et ouais. Voilà. Il y a ça. Mais sinon, Rosberg, sa course a été très triste. Très triste. Voilà. Bon, allez, fin du débrief du Grand Prix du Brésil. Il y a eu beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. On a oublié sûrement beaucoup. Et puis Lewis Hamilton, juste pour la petite histoire, qui a mené tous les tours de la course. Voilà. Donc, on va passer maintenant tout de suite au transfert. Alors, je vois le temps qui arrête pas de s'écouler comme une pupute. Transfert. Ah, il s'est passé beaucoup de choses depuis le Mexique. On a eu un jeu de chaises musicales. Donc déjà, est-ce qu'au Mexique, on avait confirmé? Non, on n'avait pas confirmé Hülkenberg chez Renault. Non, il y avait une rumeur, mais rien de... Rumeur. Hülkenberg chez Renault. Juste après, ouais, effectivement. Donc, Hülkenberg chez Renault, c'est fait pour l'année prochaine. Je pense que là, l'ambition, c'est à long terme de devenir champion du monde. Donc Hülkenberg, il a signé pour 2 ans, il me semble, Hülkenberg. Si je dis pas de bêtises. 2 ans, oui. 2 ans. 2 ans. Hülkenberg chez Renault. Donc, il restait un certain garçon qu'on attendait chez Renault. Donc, la shortlist s'est réduite. On s'attendait à ce qu'on conserve peut-être Magnussen, parce qu'après tout, il est quand même peut-être un peu meilleur que Julian Palmer. Mais non. Exit Magnussen qui va chez Haas aux côtés de Romain Grosjean. Exit Gutiérrez. Après tout, c'est pas trop grave. Et on conserve Julian Palmer qui, ceci dit, a montré quand même une certaine performance pendant cette dernière course au volant de la Renault. Donc Palmer confirmé et Frédéric Vasseur le disait très justement en disant que on voulait une continuité avec au moins un pilote. Et puis du coup, Palmer a montré qu'il pouvait être rapide et qu'il pouvait grandir. Et après tout, faut lui donner sa deuxième chance. Pourquoi pas? On verra ce qu'il fera l'année prochaine, notre cher Julian Palmer, instant saucisson. Puisque chez Force India, on a confirmé aux côtés de Sergio Pérez, Esteban Ocon, et tout le monde a été très très surpris que ce ne soit pas notre cher Pascal Wehrlein, qui mérite quand même plus, entre guillemets, sur toute la saison, puisqu'il a quand même rapporté un point à Manor à la régulière.
Voilà, donc effectivement, Pascal Wehrlein, non, chez Force India. Les raisons sont relativement simples, puisqu'on a dit que eh bien, les ingénieurs étaient plus satisfaits de travailler avec Esteban Ocon qu'avec Pascal Wehrlein, que le ressenti que donnait Ocon était meilleur que celui de Wehrlein. Bon, il y a eu des jeux politiques sûrement, évidemment, avec Toto Wolff, etc. Peut-être, moi, ce que je me suis dit derrière ça, c'est que si on met Ocon, qui a signé pour 2 ans chez Force India, c'est que je me dis qu'en 2018, soit Rosberg, soit Hamilton va partir. Et devine qui va venir? Pascal Wehrlein. Ouais. Et je me dis honnêtement que Wehrlein, la vengeance entre guillemets est un plat qui se mange froid. Mais je pense que Wehrlein effectivement va devoir encore attendre chez Manor et faire son expérience, pendant que Ocon va peut-être pouvoir entre guillemets se péter la gueule chez Force India, parce qu'il va tomber contre une pointure qui s'appelle Sergio Pérez. Donc ça va être vraiment pas facile, et je pense qu'on fait plus une faveur à Wehrlein de le conserver, je pense, chez Manor, parce que voilà, je pense qu'il va rester chez Manor, faut pas se le cacher. Mais effectivement, Wehrlein, on va le laisser chez Manor pour potentiellement un Wehrlein chez Mercedes, eh bien, en 2018, non? Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces transferts, mes chers compatriotes? Moi, par rapport à Ocon, pour moi, je vois juste l'appui, comme tu le disais, hein, de Toto Wolff, Mercedes, moteur de la Force India. Et donc, voilà, vous prenez Ocon et puis nous, on vous donne un bon moteur. Ou sinon, ben voilà, on risque d'être un peu moins copains l'année prochaine. Ah ouais, mais c'était la même chose pour Wehrlein, parce que Wehrlein aussi, sous giron Mercedes. Ouais, mais c'est vrai, mais bon, avec tout le tapage qu'il y a sur Ocon depuis qu'il est arrivé, entre les petites accolades à gauche à droite, entre politique, Vasseur, Toto Wolff et compagnie. Bon, voilà, on verra bien ce qu'il va faire l'année prochaine, hein, mais à mon avis, comme tu dis, face à Pérez, il va pas faire grand-chose. Maintenant, on verra si il arrive à amener une Force India dans le top 10. Ouais, à faire des podiums. Ouais, à faire des parce podiums. Que je rappelle quand même que le Pérez, il a fait 2 podiums cette année. C'est pas rien. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Un mot sur les autres transferts, Jeff par exemple. Bah écoute, Gutiérrez la joie. Voilà, hein, non mais c'est vrai, et je pense qu'en fait c'est aussi pour ça que Gutiérrez s'est énervé quand il a abandonné au Brésil. Je pense qu'il sait un peu que ça sent la fin pour lui. Oui. Voilà, il a fait 2 saisons, une seule fois dans les points au Japon en 2014 avec Sauber, et puis c'est tout. Et puis quand tu sais qu'en 2014 il était avec qui? Il était avec Sutil, et là Grosjean, et je crois à chaque fois il s'est fait poutrer par les deux. Donc voilà, il avait l'argent, et même l'argent ça n'a pas suffi pour que Haas garde le pilote. Donc voilà. Donc Magnussen avec Grosjean, ça va être bien. On va avoir un pilote qui fait, mais je comprends pas ce qui se passe. Et pilote qui dit rien s'il est danois. Ça va être intéressant. Wehrlein qui reste chez Manor, mais il a l'air d'être content de rester. Donc écoute. Oui, bon, parce que je pense qu'on lui a passé un petit peu de pommade en lui disant t'inquiète pas Coco, 2018 c'est pour toi. Voilà. Et je pense, alors pour le coup, je pense pour remplacer Hamilton. Il y en a beaucoup qui disent qu'Hamilton partirait après 2017. J'y crois un peu. Pour partir, mais pour arrêter sa carrière. Non. Alors effectivement, la rumeur, bon, non, pas la rumeur, ce que je dis. L'hypothèse folle, extrêmement drôle. Attention. Ce serait qu'Hamilton aille chez Ferrari. Mais ce qui, selon moi, n'a pas trop de sens. Je le verrais plus revenir chez McLaren, bizarrement, et finir chez McLaren. Au côté de Van Dorn. Exactement. Tu vas remplacer Alonso et faire 2-3 saisons et partir là-dessus. Et donc Wehrlein remplacer Hamilton et finir avec un Rosberg qui prendrait sa retraite et qui laisserait sa place pourquoi pas à Ocon. Ah voilà. Oui. Voilà. C'est-à-dire que si on a les deux là chez Mercedes, si on a Verstappen qui se retrouve chez Red Bull, Van Dorn chez McLaren, et puis je sais pas, Leclerc chez Ferrari. Oh putain. Là, ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule là, le futur, c'est pas mal. Ça a de la gueule. Voilà.
Donc Ouais. les transferts, moi je te dis, tout est à peu près normal. Et Palmer, il faut pas oublier qu'ils ont signé un contrat que d'1 année avec Oui. lui. C'est En en gros attendant pour une dire, pépite. gars, il reste que toi, donc on te garde, mais l'année prochaine tu dégages. On trouve mieux. L'année prochaine, il n'y a pas le choix, on trouve mieux. L'année prochaine, tu dégages. Non, mais c'est ça. Renault, je pense que eux, ils visent bien plus que ce que Palmer pourra leur offrir, Ah bah, c'est malheureusement sûr. pour lui. C'est sûr, c'est sûr. Chez Sauber, on a confirmé Ericsson, je crois, mais pas Nasser. Ah bah attends, Nasser, il vit encore mal le fait de ne pas s'être fait accepter chez Force India. Hein. Oui. Bon, de toute façon, il est en train de confirmé lorgner par chez... Sauber. Là. Il viendra apporter lorgne 2 chez points. Manor. Peut-être. Ah bah Ah oui. Oui. Bah écoute, qui va remplacer Ocon? C'est une grosse question maintenant, parce que Arianto, faut qu'il ait les sponsors. S'il les a pas, il fera encore une demi-saison. Jordan King, que j'ai vu citer plusieurs fois, je crois qu'il a même pas sa super licence encore, donc il peut pas. Et après, Rossi a dit qu'il resterait en IndyCar. Bon, après tout, il a gagné l'Indy 500, il va pas se plaindre. Il y a plus personne. Il y a plus personne. Ouais. Voilà. Ouais, c'est pas faux. Sauber, ok. Et j'avais une dernière. Ah oui, on a oublié de parler d'un petit garçon qui a pas fait autant de bruit qu'on le pensait, qui s'appelle Lance Stroll. Alors Lance Stroll, qui a signé chez Williams à la place du futur retraité Felipe Massa, aux côtés de Valtteri Bottas. Est-ce que lui aussi, on l'attendrait pas un peu au tournant, parce que il a quand même gagné la F3, il a gagné des championnats. Bon, certes, il a un papa milliardaire qui l'a bien aidé dans sa quête de Formule 1. Donc effectivement, Lance Stroll, bonne, mauvaise nouvelle. Williams qui se réjouit entre guillemets parce que c'est quand même un talent apparemment. Qu'est-ce qu'on attend de ça, alors que je vois effectivement un Giovinazzi pour pilote Ferrari. Oui, pour Ferrari, ouais, voilà. Bah, pour Haas, en remplacement de Grosjean qui prend sa retraite, tellement déçu qu'il comprendra pas. Tu sais, il signe un contrat, il fait je comprends pas, c'est quoi? Résiliation de contrat, hein? Donc Lance Stroll, effectivement, talent ou désillusion, on sait pas encore. On sait pas vraiment, hein. Moi honnêtement, bon, il a eu peut-être un palmarès qui est assez intéressant outre la F1. Alors, on verra ce qu'il fera, hein. C'est vrai que moi je vois plus un placement qu'une réelle acquisition pour une écurie, pour apporter des choses concrètes sur une écurie comme Williams. Est-ce qu'il voulait avoir un deuxième pilote qui soit un petit peu le Massa de Bottas? Je sais pas. Quand j'entends Massa, c'est-à-dire le pilote qui va faire ce qu'on lui demande et rester derrière quoi qu'il arrive. Oula, non, je pense pas. Mais à mon avis, c'est Bottas qui va avoir ce rôle-là. Hein. Ouais, à condition que Stroll soit suffisamment fort. Ah bah ça on verra. On verra, seul l'avenir nous le dira. Jeff, tu as un petit commentaire à faire dessus. Après, on va prendre les questions des abonnés. Donc, commencez directement à poser vos questions pendant que notre cher Jeff va débattre sur Lance Stroll. Et puis, on va débattre pendant... Allez, on va se laisser 10 minutes max. On se laisse jusqu'à 45 pour débattre. Et puis, voilà. Allez, Jeff, tu finis rapidement sur Lance Stroll, s'il te plaît. Ouais. Pas de écoute, Lance Stroll, voilà, tu me déconcentres, salaud. Ce qu'il y a, c'est que quand il a été en F3, donc son papa a racheté la meilleure équipe du plateau pour lui. Pratique. Pour une place, et effectivement, il gagne le championnat. Après, tu peux racheter l'équipe, gagner le championnat, sans qu'il y ait un rapport. Mais effectivement, si tu veux, l'impression que ça donne, c'est que ça fait forcer, ça fait gosse de riche. Placement de produit. Placement de produit, effectivement, mais ça se trouve, on dit ça, et puis il va arriver, il va aller chez Williams, il va poutrer Bottas. Bah, espérons. Et puis on va être sur le cul. Mais je t'avoue que pour l'instant, moi, je suis assez sceptique envers lui. J'ai pas l'impression qu'il va être bon, et j'ai envie de me tromper. C'est tout. Maintenant, pour Williams, c'est tout bénef dans un sens, parce que ils ont investi tellement de pognon pour qu'il soit dans l'équipe. Je sais plus c'est combien, c'est 30 ou 35 millions par an que le père de Stroll paye pour Williams, pour que son fils soit dans l'équipe. C'est gigantesque comme pognon. Et pour l'équipe, ça va être du bien, hein, ça va leur faire du bien.
Donc, pour l'instant, je lui mets l'étiquette pilote payant. Et je vais attendre 4-5 Grands Prix avant de voir si je l'enlève ou pas. Ok. Le rendez-vous est pris pour 2017, Jeff. Alors, on va commencer. S'il gagne à Monaco, t'auras vraiment le seum. Oh putain. je place ça là. Hein. Oui. Question des abonnés. Allez, on va se laisser donc 10 minutes comme on a dit. On se laisse jusqu'à 45 pour répondre à vos questions sur la F1 en règle générale. On va prendre la première. Alors, à tout hasard. Ah bah tiens, petite question. Alors, attends, faut que j'essaie de lire. Oh, t'as un pseudo, mais à coucher dehors. Raegar Targaryen. J'espère que j'ai bien prononcé. Attends, petite question. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah bah non, je regarde pas. Je suis désolé. Voilà. Raté. Ah voilà, c'est pour ça que tu comprends pas. Bouh, bouh. J'ai jamais regardé un épisode. Bouh. Bande d'enfoirés. Je vais rage quitte direct. Regarde, on peut lui couper la garde. Hop, voilà. Non. Oh, Albâtard. Albâtard. Il se venge, le Angel. T'as raison, mon garçon. T'as raison. Effectivement, la question, on va y venir. Petite question, tous les participants de F1 sont-ils issus de familles aisées, voire très riches? Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire presque oui. Parce que pour débuter le sport automobile, il faut être prêt à mettre un certain nombre de pesos dans la besace pour pouvoir avoir une bonne voiture. Et puis, oula! Ouais, celui-là, il était beau, hein. Susbite. Mais on peut faire ça? C'est exceptionnel, ça. Ah bah, voilà. Avec des générateurs à la con. Donc apparemment, tu vois, quand il y a un monsieur qui met susbite dans les commentaires, on est tellement dedans qu'on en oublie de répondre aux questions. C'est beau quand même. Bah c'est l'état d'esprit de la team pupute en même temps. Ah bah c'est clair. Susbite. On est bien dans le thème. Bref, donc on disait quoi? Oui, les pilotes sont-ils issus de familles très riches? Je vous pose la question, messieurs. Difficile comme question, je sais pas. Enfin, souvent on voit ce qu'il y a, c'est que c'est souvent une affaire de gros sous, hein, les nouveaux pilotes qui arrivent en F1 qui viennent de nulle part. Après, bon, soit des sponsors, soit des parents qui ont des ronds comme Stroll, comme Verstappen, comme voilà, on verra. Ouais. Jeff, un petit mot là-dessus? Non, ils viennent pas tous de familles aisées. Alors putain, c'est con parce que j'avais lu ça il y a genre même pas une semaine. Avec d'où venaient tous les pilotes du plateau, genre leurs parents, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et je peux plus me souvenir. Alors effectivement, il y en a qui ont des familles où il y a du pognon, hein, donc genre Stroll, Grosjean, pareil, qui a des parents dans des situations assez... Oui, non, mais genre, je crois son père est architecte, je sais plus, il y a un avocat. Bon, bref. Par contre, il y en avait un, alors je vais peut-être me tromper, mais dans ma tête, c'était Ericsson. Ouais. Qui genre va faire du karting comme ça pour s'amuser sur un circuit, alors qu'il est encore assez jeune, et il claque le record du circuit sur sa première fois. Et du coup, le mec qui tenait le circuit lui dit faudrait que tu fasses de la compète. Et finalement, il le fait, et je crois que bah, du coup, le mec là devient son mécano, ou alors c'est son père qui devient son mécano, et c'est pas du tout un truc aisé, c'est juste que voilà, il y a eu un concours de circonstances dans un sens, et puis voilà. Ouais. Donc non, ils sont pas tous forcément issus de familles aisées. Par contre, si tu vas aller en Formule 1, il faut obligatoirement que tu trouves des gros sponsors qui vont te suivre pour ta carrière. Si t'as pas déjà un papa qui est milliardaire. Voilà. Alors, autre question de The Phenom du 30 ouais. The Phenom, c'est comme ça qu'on t'appelle dans le jargon, on va dire. Vos avis sur les menaces du Brésil et de l'Allemagne au calendrier? Oui, effectivement, c'est vrai que...
Hockenheim est menacé pour l'année prochaine parce que le Nürburgring peut toujours pas. Et donc du coup ils disent Hockenheim, s'il te plaît, tu peux prendre la place. Sauf que Hockenheim ils font ouais, c'est bon, attends, on fait déjà tous les 2 ans, c'est difficile pour nous. Alors l'année prochaine, merci quoi. Et effectivement c'est dommage. Alors du coup forcément Bernie derrière clash bien en disant mais attendez les Allemands. Vous avez un pilote qui peut devenir champion du monde et vous avez du mal à organiser un Grand Prix dans votre pays. Un peu se foutre de la gueule du monde. Mais oui. Mais bon, en même temps, si tu montes les prix chaque année, faut pas s'étonner. Ah bah ça. Voilà. Mais c'est triste parce que putain, l'Allemagne, le Brésil, ça fait je sais pas combien d'années qu'on y va. Il y avait le Canada aussi pendant un moment qui était menacé. Ça devient chiant, quoi. Ça devient chiant cette histoire. Tous les ans, on a ça. Tous les ans. Ouais, c'est pour. Mais finalement, après, ils trouvent toujours des solutions et puis ils nous remettent les grands prix comme c'était prévu au départ. Je regarde aussi sur Twitch les questions parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui. Vas-y, viennent de Angel, Twitch, s'il y a une question sur Twitch. Donc, parce que s'il y a, ouais, effectivement, le chat de Twitch, on le voit pas forcément à chaque fois. C'est vrai. Les gens peuvent peut-être venir sur YouTube pour poser les questions et voilà. Donc, s'il y a une question sur Twitch, on la prend. S'il y en a une intéressante là. Voilà. Là bah attends parce que du coup là je viens de me connecter mais ah bah alors non mais le mec la ramène et puis il fait pas son taf jusqu'au écoute bout. Si alors attends moi j'ai le chat vas-y vite, allez il va nous rester 3-4 minutes. Est-ce que vous voyez un retour de Vergne ou de Buemi en Formule 1? Non. Buemi est en endurance, les deux sont en Formule E aussi. Oui, les deux sont en Formule E. Buemi est aussi en endurance, lui il est tranquille, il fait sa life. Vergne, il est bien en Formule E aussi. Non. Vraisemblablement, il a vraiment un vrai rôle de pilote de simulateur et qui est très très cher pour Sebastian Vettel parce que Vettel et Vergne s'entendent très bien par rapport au boulot de Vergne en fait en simulateur. Et je pense que malheureusement, Vergne ne reviendra pas en Formule 1 à mon avis. Puis ce serait pas intéressant pour lui. Il a entre guillemets fait son temps. Ça y est, il devient presque maintenant trop vieux pour la F1 et puis voilà quoi. Ouais, c'est dommage, il a pas eu sa chance. Je pense qu'il aurait pu faire un petit quelque chose, peut-être un peu mieux finir que comme ça s'est fait là. Dommage pour lui. Il y a une question sur Twitch. Que pensez-vous de l'appel de Toto Wolff au père de Verstappen pour calmer son fils? Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé de ça. On n'en a pas parlé. C'est gratiné, c'est bon. Je pense que c'est vraiment de la précaution de la part de Wolff qui veut absolument non pas que Verstappen rentre dans un de ses pilotes ou que ça se passe mal, mais il veut essayer d'atteindre le niveau d'équité absolue entre ces deux pilotes pour qu'on ait un championnat qui se décide en tant que tel entre deux hommes et non pas qu'il y ait un enfant qui vienne casser, on va dire, le château, quoi. Grosso modo, c'est ça. Donc, je pense que c'est de la précaution, mais c'est très maladroit. Un petit peu, ouais, quand même. Voilà. Voilà. Bah voilà, c'est bien répondu. C'est bien répondu. Alors, autre question. On va en prendre deux dernières. Allez, trois dernières questions. Trois dernières questions. Une de Twitch pour Angel et une pour toi, Jeff, une pour moi. Et puis on mettra fin au live. Pensez-vous que Rosberg peut craquer à Abu Dhabi? Oui. Clairement, oui. J'ai extrêmement peur que Rosberg craque. Parce que là, il est revenu dans son mode 2014-2015 où il est pas serein. Il est pas serein du tout. Il a beau avoir la meilleure voiture du plateau. Moi, j'ai peur que justement, j'ai un petit peu le même. En fait, je comprends exactement son état d'esprit dans le sens où, moi, je l'ai fait entre guillemets. Alors, ça n'a presque aucun rapport. Mais sur ma carrière en F1, sur F1 2016. Quand j'ai gagné Monaco avec la Williams, je peux vous assurer que les 2 derniers tours que j'ai effectués, j'ai jamais été aussi lent de toute ma carrière, de toute ma vie à Monaco. Parce que tu as peur de la moindre chose, du moindre virage, du moindre freinage, de la moindre accélération, etc. Et en fait, tu sous-conduis pour le coup. Et quand tu sous-conduis, pardon. Je commence à péter un câble. Quand tu sous-conduis, eh bien, t'as encore plus de chances de te péter la gueule.
Et j'ai peur que Rosberg soit dans cette espèce d'état d'esprit de sous-conduire pour en fait trop assurer et du coup ne pas assez attaquer et faire du caca. Voilà. À force de jouer la sécurité et à se dire de se contenter de la seconde place sur la ligne d'arrivée, il va finir par se faire poutrer par tout le monde qui pousse Exactement. derrière et finir beaucoup plus loin que la troisième marche. Donc attention à lui quand même. Ouais. Jeff. J'ai moins peur, je pense qu'il est capable, mais si tu veux, je commence à avoir cette peur de 2014 et de revoir la voiture de Rosberg qui lâche Ouf. et qui perd le titre pour ça. Ouais. Mais Je pense qu'il s'en remettra pas. Là, Ça sera comme Massa. Si ça se passe, le lendemain, Rosberg annonce sa retraite. C'est sûr. Verlaine chez McLaren, chez Mercedes. Mercedes, et Maldo revient chez Manor. C'est bon. Il va être là. Il va être là. Voilà. Non mais franchement, je pense que Rosberg ne jouera pas la gagne. Je pense qu'Hamilton il va gagner la course pépère. Rosberg il a besoin de faire 3e. Ouh, dis donc. Et puis voilà, il va se contenter de faire 2e ou 3e. Il va gagner le titre, à moins que sa voiture le lâche. Parce que Lewis a lâché en Malaisie. Rosberg, il n'a pas encore eu de casse. Voilà. Et du coup, tu t'énerves et tu te mets en vert. C'est ça. Question intéressante pour ma part et ensuite on finira avec la tienne, Jeff, si tu trouves une question. Ross Brown à la place de Bernie Ecclestone. Ah. Ouf. Est-ce qu'on remplace un magouilleur par un autre? Il a refusé de toute façon. Je crois qu'il voulait pas. T'inquiète pas. Je pense que c'est un bon ingénieur. Après, un bon manager de la Formule 1, est-ce que ça peut être... Oui. Ouais, pas sûr. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un espèce de syndrome Alain Prost, bon pilote mais très mauvais manager? C'est ça qu'on se dit. Hein. Là, pour le coup, pour l'instant, pour remplacer... On a beau critiquer Bernie Ecclestone, je pense que c'est quand même grâce à lui que on a une part du... S'il n'était pas là, je pense que le spectacle serait vraiment absent, pour le coup. Je pense que Bernie Ecclestone, quand même, a réussi à assurer un petit peu de spectacle avec tous ces leviers politiques et ce genre de choses, et qui est très fort là-dessus. Après, effectivement, il a plein de défauts, mais je pense que ça pourrait être largement pire. Après, à voir ce que décidera Liberty Media. À voir ce que décidera Liberty Media et puis de voir qui prendra la succession. Je pense que Ross Brown, c'est pas forcément un bon choix, ouais. Jeff, si tu veux répondre, ou si quelqu'un veut répondre, évidemment. Jeff, il est à fond sur le chat. Oui, voilà. Alors, vas-y. Attends, Jeff. je cherche ma question. Ah bon, c'est l'heure de la question, Jeff, et puis on s'arrête là. Hein. Ah oui, mais attends, parce que je l'ai pas. Posez des questions intéressantes, les jeunes. Les gens, ils sont tous couchés. Alors du coup, ça parle des mêmes trucs. Mais ouais. ils sont actifs, ils vous font des mimis. Ils adorent Jeff, ils kiffent. Mais ouais. C'est la fête. Par contre, Angel, on s'en fout. Quoi. Oui, c'est clair. C'est ça Donnez-lui un peu d'amour, faites-lui des bisous. Grave. Le baltringue de service. Notre Angel à nous, qui fait des bonnes blagues et tout. Putain, c'est pas sympa ça. Notre beauf de France. Oh l'enfoiré. Ah, il l'a tué sur place. C'est fait. Putain, aucun respect quoi. Alors. Voilà. Ah, bah voilà. Allez. Elle est simple, mais j'aime bien. Une femme en Formule 1. Ah. Voilà. C'est vrai que pour l'instant, on n'en a jamais parlé Oui. Pourquoi pas. Je sais pas qui. Je sais pas qui, mais ceci dit, ça pourrait être très drôle de voir la correction qu'une femme pourrait apporter aux hommes. C'est ça. Je pense. Et je pense que la race masculine, si je puis dire. Non, je suis passé tout noir. Pourquoi je suis passé tout noir? Il est passé tout noir. T'as pris un ban du diffuseur. Oh, il est revenu. Alors, pour une fois que c'était pas moi. Des conneries. Ah d'accord. Ah c'est toi. Espèce de salaud. Regarde.
Regarde ce que t'as fait. Il devient tout vert. Non, mais effectivement, pour en revenir à la question, je pense que l'estime de tous les hommes en Formule 1 et de tous les hommes tout court, l'ego serait fortement touché si une femme venait à venir en F1 et être performante. Et oui, moi je suis plus pour aussi. Comme dans Motorsport Manager. Voilà, je fais un petit peu de pub MDR. Non, effectivement, ouais, pourquoi pas. Non, ça peut être sympa, mais ça a déjà été évoqué il y a quelques années de ça, et il y avait beaucoup de débats là-dessus, hein, sur l'arrivée d'une femme en Formule 1, et il y a les machos de base qui disaient qu'elle avait rien à foutre en Formule 1, enfin voilà, comme d'habitude, quoi. C'est ça, mais je pense que voilà, on est entre guillemets tous pareils, il y a quelques différences près entre le sexe féminin et le sexe masculin. Le talent ne fait pas partie d'un sexe, hein, donc oui, pourquoi pas. C'est clair. Jeff, pour conclure, j'ai envie que ça arrive. Maintenant, alors bon, en Formule E, il y a eu des femmes déjà qui ont conduit. Il y a eu Simona De Silvestro et l'autre, malheureusement, j'avoue que j'ai oublié son nom. Bon, elles n'ont pas très bien performé. Tant pis. Je prends le meilleur exemple que je connaisse pour l'instant, Danica Patrick. Danica Patrick, j'en étais sûr. Ah oui, non, bah, et c'est pas facile pour elle parce qu'en NASCAR, c'est encore plus macho qu'en Formule 1. Ah bah, t'as pas idée, surtout quand la plus grande légende de NASCAR, qui est Richard Petty, est en fait un putain de macho. Et qu'il bâche clairement la seule femme qui est sur le plateau. Donc c'est très difficile. En IndyCar, elle a quand même remporté une course. Déjà. Pose les bases. Voilà. NASCAR, elle est arrivée en 2014, si je ne me trompe pas. Première course, elle fait la pole. Bon. Une pole, ça veut beaucoup moins dire en NASCAR qu'en Formule 1. Mais c'était la première femme à faire une pole. Et surtout pour le Daytona 500, qui est la plus grande course du championnat NASCAR. Voilà. Yes. Donc, faut pas critiquer. J'aimerais vraiment qu'il y ait une femme en F1. Elle va pas non plus être championne du monde tout de suite, faut pas déconner. Mais elle va se bagarrer peut-être avec les derniers, avec le milieu de peloton, et ce sera déjà vachement bien, et ça me fera très plaisir, perso. Voilà. Bon. Eh ben écoutez, merci à tous pour le débrief. Ça y est, ça touche à sa fin. On va faire juste le petit récap de la semaine qui arrive. Mon cher Angel, commençons par toi. Sur ta chaîne, qu'est-ce qu'on va y retrouver cette semaine ? Je vais continuer à bassiner tout le monde avec Xenoverse 2, puisque j'ai vu que ça vous plaisait bien, alors je vais continuer. Et je vais faire le Hungaroring cette semaine avec la F1 2016 sur ma As après la terrible contre-performance de Silverstone. Donc voilà, on se remet aux affaires petit à petit. Tranquille, ok. Et pour toi, Jeff ? Eh ben écoute, moi j'avais pris un petit week-end de tranquillou. Donc là je reprends. Voilà, et alors ? C'était très bien. Et donc du coup, là on va reprendre le rythme normal, sachant que demain du coup c'est Spa sur F1 2016. Ouh. Alors par contre j'annonce, j'ai eu un petit souci, donc j'ai que la course. Par contre, la course, elle vaut le détour. Voilà. Donc voilà. Et puis sinon c'est le rythme classique avec les 3 séries normales. Avec NASCAR qui touche tranquillement à sa fin. Touche à sa fin, et voilà. Et donc, du coup. F1 2007, entre guillemets, qui est devenu un véritable bordel. Attends la suite, parce que j'ai des idées pour les prochaines saisons. Ah, bordel de merde. Voilà. Ça va mal se terminer. Bon, pour ma part, et moi, merci Jeff. Et moi, demain, vous allez retrouver le premier Let's Play de Motorsport Manager. Ça y est, j'ai mis les mains dessus. Je vous expliquerai dans la vidéo que en fait c'est l'épisode 1, mais que j'ai fait un épisode 0 où je me tape tout didacticiel pendant 50 minutes. Très compliqué en fait. Et donc du coup, demain, épisode 1 voilà, de Motorsport Manager. Je pense qu'on divisera la série en 2 épisodes par semaine, un épisode course, un épisode management de l'équipe, quoi, en fait, parce que finalement il y a énormément de trucs à faire, et donc du coup en une demi-heure c'est un peu compliqué de tout faire.
Donc je suis encore en train de tâter un petit peu. Et puis cette semaine, eh bien, j'ai fini quoi? J'en suis où? J'ai fini Singapour, donc il y aura la Malaisie, le Japon, et c'est tout. Parce que oui, maintenant, F1 2016, ça va être 2 épisodes par semaine. Et tant mieux, parce que ça va me soulager un petit peu, parce que ça demandait quand même beaucoup de taf. Donc voilà, effectivement, Motorsport Manager, je tâte encore un peu le terrain, vous verrez. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir. Et pour ceux qui doutent encore de Motorsport Manager, achetez-le. Franchement, ça vaut le détour. Il est, pour l'instant, moi, je trouve parfait. Et même, c'est le football manager de la Formule 1. Enfin, du sport auto, donc voilà. Je regarderai ça avec attention demain. Ah ouais, top. Et pas facile, hein, parce que moi je me perds dans tous les trucs. Je suis un noob complet sur Motorsport Manager, faut le savoir. Je préfère vous prévenir, demain l'épisode, vous attendez pas à avoir du Christian... Voilà. Ce sera plutôt du Christian Horner, du Toto Wolff ou du Ross Brown ou du Jean Todt. Là, vous allez avoir un... Du Monisha Kaltenborn. Exactement. Putain, c'est ça. C'est beau. C'est ça. Donc voilà. Voilà un petit peu pour le programme de la semaine. Et puis voilà. Et puis nous on se retrouvera. Oui, vas-y, dis-moi. Dimanche. On se retrouvera dimanche pour un live pour les abonnés. On vous invitera évidemment à participer sur du F1 2016. Je pense qu'on fera d'autres jeux qu'on avait prévus la dernière fois. Malheureusement, on n'avait pas pu pour des raisons personnelles. Donc effectivement, dimanche prochain, live à partir de 21h30 sur la chaîne d'Angel. Venez nombreux, on sera au début F1 2016 et puis après on basculera sur d'autres jeux. Donc on verra un petit peu comment on fera tout ça. Détente évidemment. Absolument. Est-ce qu'on a tout dit? Eh ben, je pense qu'on a fait le tour du pâté de maison. Oui, tout le monde est en train de se barrer, donc autant vous dire, bonne nuit. C'est ça. Bon courage pour bon courage pour la semaine qui arrive. On éteint la lumière, comme ça, voilà. Non mais voilà, franchement. Ce fail. On éteint la lumière, pas de différence. Voilà, bon écoutez, merci à tous d'avoir regardé ce live. Voilà. Oh là là, c'est pas vrai. Vous êtes pas sympa les gars. Bon, allez, merci à tous d'avoir regardé ce live. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera donc dimanche prochain pour le prochain live où là on va pouvoir être entre guillemets détente et puis faire un petit peu tout ce qu'on veut. Et puis prochain gros live, dernier débrief de la saison à Abu Dhabi. Je sais pas si on le fera le dimanche soir, peut-être, je pense. Oui, si, on le fera dimanche soir. C'est à 14h, donc on fera ça dimanche soir. Donc dans 2 semaines, débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi pour conclure cette saison. Et puis voilà. Bon, allez, bonne soirée tout le monde, bonne nuit. Et puis moi, je vais vite aller faire pipi parce que j'ai vraiment envie de pisser. C'est normal, hein, à force de boire pour moi. À force de boire pendant le débrief, j'ai bu une bouteille d'eau entière. Voilà. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao. Allez, à bientôt. À plus dans le bus.